Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment content de pouvoir vous parler aujourd'hui du trouble fonctionnel articulaire, donc ce syndrome douloureux complexe régional ou CRPS en anglais. Alors on va découvrir que finalement il fonctionne comme un trouble fonctionnel autre, mais avec certains problèmes spécifiques au niveau des articulations. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Et on va surtout vraiment simplifier, parce que dans le fond, c'est loin d'être si compliqué et on comprend plein de trucs et ça se traite très bien. Donc allons-y. On commence par l'histoire de Lisa qui a 10 ans et qui a mal à la cheville. Alors Lisa, son histoire a commencé il y a 3 mois. Elle a eu une entorse pendant un cours de sport à l'école. Elle a entendu un crack. Et depuis, elle a des douleurs qui sont continues, avec un fond douloureux à 5 sur 10 et des pics de douleur à 8 ou 9 dès qu'elle bouge le pied. Du coup, elle a tendance à garder la jambe et le pied le plus immobile possible à cause de la douleur. Et ça a mené au fait de commencer à se déplacer en fauteuil roulant depuis un mois pour essayer de bouger le moins possible. Le pied est gonflé au niveau de jusqu'à la cheville et il y a une allodynie qui remonte pratiquement jusqu'au genou et on ne peut pas du tout ni mobiliser ni toucher le pied. Elle a des maux de tête, elle a des vertiges et elle a des douleurs aussi au niveau du ventre qui sont fluctuantes. La famille est australienne, elle est en Suisse depuis une année, les relations sont bonnes et Lisa est fille unique. C'est une jeune qui est très stressée à l'école, elle est perfectionniste et elle a des émotions qui sont plutôt un peu inhibées, elle ne les ressent pas vraiment. À côté de ça, elle a des troubles de l'endormissement avec la machine à penser qui tourne dans la tête et elle a pas mal de fatigue la journée. Toutes ces douleurs ont mené à un absentéisme scolaire qui est important. Elle a stoppé la gymnastique qu'elle aimait bien faire, alors c'était une ou deux fois par semaine. Et elle a un isolement social qui est relatif, vu que elle a de la peine à se déplacer et à aller voir ses amis. Les orthopédistes ont fait un contrôle, ils la suivent depuis qu'il y a l'entorse et ils ont posé le diagnostic de CRPS au niveau de la cheville droite et ils l'envoient du coup pour faire de l'hypnose. La famille est très inquiète, avec une grande anxiété par rapport à la situation. Ils comprennent le CRPS, mais de loin, pas toutes les subtilités, mais le diagnostic leur paraît comme ça plausible. Alors, comment on pose le diagnostic d'un trouble fonctionnel articulaire? Alors, il y a plein d'échelles qui ont été utilisées pour ce diagnostic de CRPS. Et dans le fond, elles sont assez inutiles, donc on n'en a vraiment pas besoin. Premièrement, parce qu'en pédiatrie, elles ne sont pas validées, donc elles ne nous servent à rien. Deuxièmement, parce qu'elles sont posées sur des critères qui sont quand même un peu douteux et qui n'ont pas forcément une grande rigueur scientifique. Et en soi, le trouble fonctionnel se pose sur des critères positifs qui lui sont propres et on n'a pas besoin de s'enquiquiner à aller chercher des histoires par rapport à un CRPS. Donc on peut même oublier le mot de CRPS, on peut vraiment garder juste la dénomination de trouble fonctionnel articulaire, qui est bien plus pratique parce que le CRPS nous focalise sur l'articulation alors que le problème est bien plus global que ça. Alors les critères positifs d'un trouble fonctionnel, c'est tous ceux qu'il y a en orange, qui sont vraiment typiques de ces histoires. Donc une douleur qui dure déjà depuis plusieurs mois, une douleur continue, le fond de douleur avec dessus les pics, le fait qu'elle ait vraiment peur de bouger le pied, donc elle essaye de garder la jambe le plus immobile possible, qu'il y ait un fauteuil roulant qui soit arrivé alors qu'a priori il n'y a pas vraiment de raison, le pied tuméfié, l'allodynie qui remonte jusqu'au genou, et le fait qu'il y ait d'autres douleurs ailleurs et d'autres problèmes de dysautonomie, donc des maux de tête, des vertiges, douleurs de ventre. On retrouve aussi souvent des choses dans le contexte familial et social, des événements qui ont pu être difficiles. Donc, par exemple, là, un déménagement, donc on perd tous les contacts avec les amis, on est isolé socialement. On retrouve souvent beaucoup de stress. Le fait d'être comme ça, très exigeant et perfectionniste, est aussi quelque chose qui revient. Et les émotions peuvent être soit vraiment augmentées et faire les montagnes russes, soit au contraire un peu aplaties. Le sommeil, on le retrouve quasiment toujours, avec des problèmes d'endormissement, de la fatigue, et puis il y a des absences à l'école, l'arrêt du sport et cet isolement social.
On trouve également une grande anxiété en général dans les familles parce que c'est des symptômes qui sont très impressionnants et on comprend cette anxiété à juste titre. Et le fait que les familles ont vu déjà peut-être plusieurs médecins, thérapeutes, soignants avec plein de diagnostics différents et qu'au final ils n'ont pas tout compris est quelque chose qui revient souvent. Donc une fois que vous avez vos critères comme ça de ces histoires typiques, que vous avez fait le bilan orthopédique et les examens orthopédiques de base et ou le bilan rhumatologique et les examens rhumatologiques de base, on est vraiment tranquille, on peut poser le diagnostic de troubles fonctionnels et on peut partir dans le traitement de cette maladie-là. Alors les maladies fonctionnelles, en fait, il y en a plein parce que chaque spécialité a focus son attention sur une partie du corps et du coup a posé des noms différents. Alors on retrouve la fatigue chronique, syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, j'ai mis en orange parce qu'il touche du coup les articulations. Les LAI chroniques, des Covid longs, mononucléose infectieuse pour mononucléose chronique pour les infections, la fibromyalgie, les syndromes de tachycardie posturale du POTS, les intestins côlon-vessie irritables, tout psychogène, cécité hypoacousie, les paralysies, les paresthésies psychogènes, les vertiges posturaux persistants perceptuels, et notre fameux CRPS. Et dans le fond, tous ces noms de maladies sont plutôt embêtants parce qu'ils nous focalisent sur une seule partie du corps alors que le problème est général et on devrait vraiment plutôt parler de troubles fonctionnels et si on veut focaliser sur une partie, on dit que c'est un trouble fonctionnel articulaire par exemple, c'est un trouble fonctionnel digestif, c'est un trouble fonctionnel neurologique au niveau de la tête, donc on peut vraiment mettre un petit mot derrière le trouble fonctionnel pour aller un peu plus précisément. Mais dans le fond, ils fonctionnent tous pareil et ils se traitent surtout tous de la même manière. Donc tous ces noms devraient être abandonnés au profit d'un problème de trouble fonctionnel. Alors, comment est-ce qu'on comprend le trouble fonctionnel ? Le point central, c'est le stress. Et le stress, c'est pas dans la tête, contrairement à ceux qui pensent que le stress est un truc uniquement psychiatrique ou psychologique. Alors le stress, ça se passe bien sûr dans notre cerveau, c'est lui qui contrôle tout ça, mais ça se passe dans les nerfs, dans le système nerveux autonome, ça se passe dans le système immunitaire qui peut déclencher le stress, ça se passe dans notre système hormonal avec l'adrénaline, le cortisol qui passe dans le sang, avec le cœur, avec les poumons, ça se passe dans les intestins et tout le système digestif, et dans les muscles, dans les fascias, le squelette, et dans notre sommeil. Donc le stress va toucher et agir sur absolument chaque cellule de notre corps, sur toutes les parties de notre corps. Et du coup, c'est quelque chose d'extrêmement physique et il faut absolument pouvoir expliquer ça aux jeunes. Alors le stress, ça sert à équilibrer le corps. C'est vraiment comme une balance. Il y a deux systèmes. Il y a le système du calme et du repos d'un côté. Il y a le système qui fait l'excitation et l'activité de l'autre côté. Alors c'est celui dont on parle en général quand on parle du stress. Le système du calme, c'est le système nerveux autonome parasympathique, donc lui c'est la partie électrique, et le système des hormones du calme, et il y a un système nerveux sympathique qui fait l'inverse au niveau du système électrique, et un système des hormones du stress, comme on l'a vu. Il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais, ce n'est pas le côté obscur et le côté de la lumière, ça dépend des situations, et s'il y a une voiture qui vous fonce dessus, on est très content que le stress s'active pour essayer de sauter sur le côté et l'éviter pour survivre, donc ça c'est très bien. Par contre, si on est dans notre lit en train de penser à quelque chose de stressant le lendemain, en fait c'est totalement inutile parce que ce truc n'existe pas. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, et surtout s'il y en a un qui est tout le temps activé, genre le système du stress qui a tendance dans notre société à être beaucoup plus activé que le système du calme, donc il domine dans la balance, là c'est un problème parce qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps stressé. Alors, si on veut vraiment comprendre le trouble fonctionnel, en fait c'est une accumulation. Et c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que le trouble fonctionnel, il y a toute une histoire de plein de petits trucs
qui se sont accumulées au cours de la vie, des petites blessures physiques, des petites blessures psychiques ou des fois des grosses blessures, mais pas toujours. Alors par exemple, ici il y avait le déménagement, ça en fait un. Il y a le fait que le cerveau est super stressé à l'école, ça en fait deux. Il y a l'entorse, il y a le fauteuil roulant, du coup la jambe qui bouge plus, ça fait du stress, et les troubles de l'endormissement, donc on en a déjà 5. On en a beaucoup plus en réalité, mais ça fait juste 5 pour l'instant. Et à chaque fois qu'il y a cette accumulation de stress, tout d'un coup, il y a des boucles. Alors j'ai appelé ça hyperstress, mais je ne sais pas comment l'appeler autrement. Mais disons une boucle de stress continue qui peuvent être soit localisées, soit généralisées. Et ces boucles vont commencer à fatiguer le corps de façon soit locale, soit généralisée, et déséquilibrer les grands systèmes de notre corps dont on a parlé juste avant. Puis c'est vraiment comme un temple grec, s'il y a un pilier qui tombe, ça tient, si on a 2, il commence à trembler, et s'il y a 3 piliers du temple qui tombent, blam, il y a tout qui s'écroule, et là, la maladie apparaît. Une fois que ces grands systèmes du corps ils sont déséquilibrés, ils vont perdre la possibilité de se guérir et de se rééquilibrer tout seul en fait. Ils n'arrivent plus à faire ça et on va avoir en fait plein de causes qui vont créer un même symptôme. Par exemple, la douleur. Et ça, c'est quelque chose de très important dont on va reparler juste après. Donc si vous voulez vraiment avoir quelques mots pour comprendre le trouble fonctionnel, ce sont des boucles vicieuses qui vont auto-induire du stress de façon locale et généralisée et créer le symptôme. Donc, il peut y avoir eu l'entorse au début, il peut y avoir eu le Covid, il peut y avoir eu une maladie infectieuse ou autre chose, un traumatisme. Ça, c'est ce qui a déclenché le trouble fonctionnel, mais une fois que ça c'est passé, le trouble fonctionnel peut s'auto-induire et peut continuer dans le temps tant que ces boucles vicieuses ne sont pas calmées. Donc c'est vraiment un déséquilibre qui maintient le déséquilibre. Comment on peut comprendre ça? Le déclenchement du trouble fonctionnel, alors on a notre système de base avec le stress, on a la ligne de base qui est la ligne 0, il y a la ligne de maximum, ça on ne peut pas aller plus. Et au fur et à mesure de l'accumulation du stress au cours de la vie, il y a une augmentation de notre stress de base. Et du coup, on perd de plus en plus la capacité de s'adapter et de s'équilibrer à tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit des maladies, du sport, des mouvements, la température et tout ça. Et on arrive à un certain point où on a une toute petite capacité d'adaptation par rapport à notre environnement, une toute petite capacité d'équilibrage, et à ce moment-là, souvent, il y a un Covid qui arrive, une mononucléose, une entorse, un événement traumatique, et ça, c'est la goutte de trop pour le corps qui n'arrive plus à se rééquilibrer, qui n'arrive plus à s'adapter, et du coup, la maladie commence à partir de ce moment-là. Alors, tous les personnes qui souffrent d'un trouble fonctionnel peuvent vous dire le jour est pratiquement à l'heure près où ça a commencé, mais en fait, ça s'est construit bien avant, dans les mois et dans les années avant. C'était juste l'apparition du symptôme au moment où il y a le temple qui s'est écroulé et tous les grands systèmes qui sont déséquilibrés. Alors, c'est où que ça se passe, le trouble fonctionnel? Alors, il y a 3 endroits qui sont vraiment le lieu de tous ces problèmes. Le premier, c'est le cerveau. Le deuxième, c'est les nerfs. Et le troisième, c'est le système des fascias. Donc, on va commencer par le système des fascias. Système des fascias, c'est tout ce réseau de petits filets qui viennent donner la forme et la structure du corps qui entoure chaque organe de notre corps et qui sont reliés depuis les orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la tête. Ça forme un immense réseau qui est extrêmement malléable, qui peut changer de forme, qui peut se contracter, qui peut se relâcher. Et au final, c'est vraiment comme la structure de la tour Eiffel. Donc, c'est ces fascias qui donnent les poutres de construction dans laquelle tous les éléments du corps, les nerfs, les vaisseaux sanguins, peuvent passer et qui donnent la forme de nos organes. Donc c'est un système qui est extrêmement utile puis qui commence à être beaucoup étudié parce qu'il est plein de fonctions essentielles.
Alors dans les fascias, il y a plein de choses très importantes qui se passent. Il y a tout le système immunitaire qui surveille, parce que c'est la première porte d'entrée dans les interfaces entre le monde extérieur. Donc il y a toute la réaction de l'inflammation qui est très forte au niveau des fascias, avec son pendant, la réaction de cicatrisation, de réparation. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de nerfs pour la douleur, parce que de nouveau, c'est la première base de défense du corps par rapport à un problème extérieur, donc il faut pouvoir avertir de ça. Il y a plein de nerfs de la douleur qui passent, et c'est aussi un endroit qui est très important pour la proprioception et le mouvement. En même temps, les fascias ils permettent d'aider à transmettre la force des muscles au squelette. Ils aident à faire la stabilité des articulations avec les ligaments et ils servent de soutien vraiment structurel, comme des échafaudages, pour que les petits vaisseaux qui amènent du sang, les aspirateurs qui nettoient les déchets et les nerfs puissent passer tranquillement. Et en même temps, c'est un lieu de stockage de toutes les cytokines et de toutes les hormones. Il y a des réserves comme ça qui peuvent être utilisées très rapidement, notamment pour se défendre en cas d'attaque par une maladie par exemple ou une blessure. Donc on comprend que c'est un système qui est extrêmement important, et avec des périodes d'inflammation aiguë répétée, à chaque fois qu'il y a eu finalement un événement stressant, physiquement ou psychiquement, on va avoir des mauvaises réparations qui commencent à se mettre en place. Ces mauvaises réparations induisent une inflammation par les nerfs, qui s'appelle l'inflammation neurogénique. Cette inflammation neurogénique va créer des phénomènes de sensibilisation périphérique et centraux au niveau des nerfs et du cerveau, et on va avoir un remodelage du fascia qui perd sa forme originelle et qui devient tout noueux comme une cicatrice, ça fait des nœuds partout, et ça s'appelle de la fibrose. Et cette fibrose continue à entretenir tous les phénomènes dont on vient de parler. Donc, si on zoome sur le fascia, avec les histoires de sensibilisation périphérique, il y a dans les fascias une inflammation neurogénique, donc les neurones relâchent en continu des médiateurs inflammatoires qui est de bas grade et qui est persistante. Donc on a vraiment une inflammation persistante, et cette inflammation persistante, comme elle est trop basse, on a de la peine à la détecter avec les prises de sang, mais dans les études qui vont vraiment chercher les cytokines inflammatoires, ils arrivent à trouver une inflammation de toutes ces cytokines, et ces molécules inflammatoires, elles vont augmenter l'activation de nos nocicepteurs, donc elles vont déclencher des messages de douleur, et en même temps, elles vont être responsables de la fibrose tissulaire. Donc elles entretiennent le processus de fibrose. Et alors la fibrose, elle a trois énormes problèmes. Le premier problème énorme, c'est qu'elle va diminuer le drainage veineux et le drainage lymphatique, parce que les lymphatiques ont de la peine à circuler dans le fascia et bien aspirer, les veines aussi, et du coup il y a une accumulation de métabolites inflammatoires, comme si les poubelles se remplissaient, qui stagnent dans le fascia et du coup qui entretiennent toute l'inflammation de bas grade qui existe. En même temps, les artères ont de la peine à apporter du sang frais, du coup il y a une hypoxie relative, et des fois plus que relative, qui s'installe, avec peut-être de la nécrose cellulaire, et la nécrose cellulaire et l'hypoxie créent des métabolites inflammatoires qui ne peuvent pas être nettoyés, qui s'accumulent. Et en même temps, il y a tous les processus d'immobilité, donc à cause de la fibrose, le tissu devient immobile, ça crée des contractures, donc on perd une partie de notre mouvement, et en même temps, l'immobilité crée de l'inflammation, parce que le système immunitaire, et notamment les macrophages, quand ils sont dans un tissu immobile, il passe en mode inflammatoire, parce que c'est tout à fait anormal qu'un tissu soit bloqué, figé comme ça. Donc il passe en mode inflammatoire, et ils induisent toute une réaction inflammatoire, donc on crée de nouveau des cytokines inflammatoires. Et l'immobilité diminue le drainage veineux, diminue le drainage lymphatique, donc tous les cercles de la fibrose vont s'auto-entretenir, et c'est un des énormes problèmes qu'il y a dans le trouble fonctionnel, et notamment dans le trouble fonctionnel articulaire, parce que il y a plein de fibroses partout qu'il faut aller pouvoir travailler. Et on peut voir ça comme vraiment un défilé,
Le filet peut se relâcher, le filet peut se serrer, et on imagine bien un filet qui est plein de nœuds, et ben toutes les structures de nerfs dedans, elles sont complètement étirées, écrasées, donc ça déclenche des messages nerveux. Puis tous nos tuyaux, que ce soit pour amener du sang, le retirer, ou les tuyaux de nettoyage, ben ils ne peuvent pas faire leur travail. Et c'est aussi pour ça qu'on va devoir libérer les fascias. Et pour ça, on va devoir remettre du mouvement. Et c'est quelque chose de très très important, c'est qu'on ne peut pas guérir une articulation si elle reste immobile. C'est absolument impossible parce que ça auto-crée de l'inflammation, cette immobilité. Donc il va falloir remettre du mouvement. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir dire aux jeunes parce qu'ils ont plutôt l'idée inverse, c'est de dire quand ils auront plus mal, ils recommenceront à bouger. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut remettre du mouvement pour diminuer la douleur. On n'a pas le choix et c'est vraiment un passage obligatoire. Maintenant, si on regarde les phénomènes de sensibilisation centrale au niveau de la moelle épinière. Alors, ce qu'on a, c'est que les nerfs vont s'adapter parce que notre système de la douleur est très plastique. Et au niveau de la moelle épinière, il va y avoir une attention sélective sur les nocicepteurs parce que vu qu'ils envoient plein de messages, les nerfs se disent « Oula, dis donc, ceux-là, ils ont l'air de donner des messages importants. » En plus de ça, comme il y a plusieurs sens qui convergent au niveau des neurones de la moelle épinière, il va y avoir une confusion des informations, les sens du toucher, de la chaleur, des vibrations, qui se branchent sur les neurones qui montent après dans le cerveau, vont perdre leur capacité d'activer ce neurone. Donc ça, c'est l'effet portillon qui diminue. Il n'y a vraiment que les nocicepteurs qui ont la voie prioritaire. Et en plus, s'il y a des autres sens qui arrivent à passer, eh ben, le neurone de la moelle pense que c'est quand même de la douleur parce qu'il a tellement l'habitude de faire ça qu'il envoie quand même de la douleur. Donc on a des phénomènes d'hyperesthésie et d'allodynie qui sont dus à cette confusion des informations et cette perte de l'effet du portillon par nos autres sens. Quand un nerf est utilisé, les synapses se renforcent, donc il devient de plus en plus habile, donc il devient de plus en plus fort pour transmettre l'information, et en plus il y a de plus en plus de synapses. À côté de ça, autour des nerfs, la glie va se modifier et va devenir une glie inflammatoire, et donc créer des substances inflammatoires au niveau de la moelle. Donc on a aussi une inflammation de bas grade qui se passe au niveau de la moelle, et tous ces phénomènes vont énormément augmenter les messages de douleur qui montent au cerveau. Et la dernière chose qui se passe, c'est que le contrôle normalement inhibiteur descendant par la voie des opioïdes ne fonctionne plus. Au niveau de la moelle, il y a vraiment une perte de cet effet-là. Donc on peut voir finalement ça comme une espèce d'autoroute de la douleur qui se crée avec des quantités de camions et de voitures qui montent des messages de douleur au cerveau, et plus le système de la douleur est activé, plus cette autoroute augmente en nombre de voies. Il y a 3 voies, 4 voies, 5 voies, puis ça devient quelque chose d'extrêmement efficace pour envoyer de la douleur dans le cerveau. Donc ça, c'est la partie de la moelle. Alors au niveau du cerveau, si maintenant on regarde la sensibilisation centrale, qu'est-ce qui se passe ? La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la douleur est une perception. Et la douleur n'est pas une sensation physique pure. La sensation physique, ça compte pour une petite partie de la douleur, donc celle qui vient de la nociception et des nerfs, c'est une petite partie de la douleur, mais il y a plein d'autres choses qui créent la douleur. Une autre chose qui participe à notre système de la douleur, c'est la mémoire. Et tous les souvenirs de la douleur qui ont été enregistrés, qui ont en mémoire les sensations de la douleur et les émotions en lien avec la douleur. Et ces émotions participent également à notre système de la douleur en donnant l'alarme, et en donnant l'alarme qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer, elles activent le système du stress dans le corps en général pour pouvoir mettre le corps en mode d'alerte et d'urgence. Donc elles participent à la douleur. À côté de ça, il y a notre système de l'attention qui sert de loupe et puis qui peut circuler dans le cerveau, et dès qu'il fixe l'attention sur quelque chose, l'électricité dans le cerveau
fonctionne plus vite et plus fort dans cette partie. Donc si on fixe l'attention sur la douleur, on a plus d'électricité dans notre système de la douleur et il est plus activé, la perception de la douleur, elle augmente. Et la dernière chose qu'on a, c'est toutes les projections et les anticipations du futur que le cerveau fait sans arrêt pour essayer de contrôler son environnement. Et du coup, il va commencer à faire tout un tas d'anticipations par rapport à la douleur en disant si je fais ça, ça va me faire mal. Et du coup, il prépare en fait des circuits neurologiques qui font que si je le fais réellement, probablement, ça va me faire mal. Donc, il prépare la douleur à se manifester dans le futur, ce qui est très enquiquiné. Toutes ces informations sont intégrées, donc les émotions, la mémoire, les sensations, l'attention, les projections, c'est tout mis ensemble. Et de ces 5 voies d'information, on crée la perception de la douleur finale qui est composée de tout ça, et donc qui est très différente de uniquement les sensations physiques. Maintenant, on peut voir ça comme une salle de contrôle. Vraiment, le cerveau, il reçoit toutes les infos, il compile tout ensemble, et du coup, après, il nous donne l'image, la représentation, la perception de la douleur définitive. Mais du coup, ça veut dire aussi que dans le cerveau, il y a des boucles vicieuses qui peuvent auto-induire la douleur et auto-induire le stress. Par exemple, la mémoire, si on repense à tous les souvenirs de douleur, ça recrée les sensations, ça recrée les émotions, ça braque l'attention sur notre souvenir et du coup on va créer des anticipations futures de la douleur. Donc on peut avoir vraiment des boucles, les anticipations créent les émotions, la mémoire crée les sensations, l'attention renforce le tout, qui s'installent dans le cerveau et qui sont responsables d'une grande partie de la douleur, simplement parce que le cerveau tourne sur lui-même, si on veut, et auto-active notre système de la douleur. Et c'est quelque chose qui est vraiment utile à comprendre parce que, par exemple, avec l'hypnose, on va aller travailler sur ces représentations différentes. Donc, on va travailler sur les émotions, sur la mémoire, la sensation, l'attention, les projections et l'anticipation. Et en travaillant sur ces 5 points, avec plein de petits exercices, on arrive à déconstruire et à transformer la perception de la douleur pour qu'elle soit beaucoup plus petite, beaucoup plus tranquille par rapport au cerveau. Alors ce qu'on disait, c'était que les grands systèmes du corps vont se déséquilibrer. Alors si on prend la situation de Lisa, par exemple, il y a eu une entorse et un fauteuil roulant, donc on sait que le système musculo-squelettique et des fascias, c'est feu rouge. On sait qu'elle a des vertiges, qu'elle a des céphalées, elle a plein de douleurs partout, donc son système nerveux autonome, probablement, il ne fonctionne pas très bien, il y a des signes de dysautonomie. Elle est super stressée, donc son cerveau, il est probablement plein d'émotions négatives et beaucoup de stress qui traîne. Elle a des troubles du sommeil, donc on sait qu'on perd toute la partie de repos et de réparation qu'on a normalement pendant le sommeil. Comme elle a beaucoup de fatigue et vu la douleur qui est chronique, on imagine bien que son système hormonal il est en train de flancher et que le cortisol est en train de baisser. Du coup, on perd aussi tout l'effet anti-inflammatoire du cortisol. Et du coup, le système immunitaire, on imagine bien que lui, il fonctionne aussi de manière très compliqué, notamment au niveau de la cheville, parce qu'il doit constamment essayer de protéger la cheville. Les macrophages sont en mode inflammatoire parce que la cheville ne bouge pas. Au niveau du ventre, il y a des douleurs abdominales, donc on sait que ça ne va pas très bien non plus de ce côté-là. Puis du côté du cœur et des poumons, en faisant l'examen physique, on voit que la respiration est très superficielle, est vraiment plutôt assez rapide. Et de nouveau, pareil au niveau du cœur, on est à la limite d'une tachycardie. Donc on sait que ce système-là, il n'est pas fichu, mais il va encore pas très bien non plus. Donc quand on regarde tout ça, on se dit ok, il y a beaucoup de feux rouges, beaucoup de feux orange sur plein de niveaux, et il va falloir faire un travail global. Alors la douleur, maintenant, on peut commencer à comprendre d'où elle vient, et elle a plein de causes, cette douleur. Donc la première cause, la cause la plus logique que tout le monde voit, c'est l'entorse. Maintenant, le fauteuil roulant est une cause qui continue de maintenir l'inflammation
au niveau de la cheville. Le déménagement a créé du stress, c'est aussi une cause de douleur. L'isolement social, c'en est une aussi. Le fait qu'elle ait des contractures dans les muscles et qu'elle ne bouge pas, ben, c'est une cause de douleur. Le fait que ses poumons respirent de façon assez superficielle à la limite de l'hyperventilation, on sait que ça augmente le stress, donc ça augmente la douleur. Le cerveau est hyper stressé, donc ben, ça augmente la douleur. Elle n'arrive pas à dormir et elle a des soucis de sommeil, ça augmente la douleur. Et le cortisol qui baisse augmente la douleur. Donc en fait, on a plein de causes qui vont augmenter, qui vont s'accumuler pour créer à la fin une douleur extrêmement forte parce que le système de la douleur est ultra activé à cause de toutes ces causes. Alors gardons en tête quand même qu'il peut y avoir plusieurs maladies en même temps possibles. C'est pas parce qu'on a un trouble fonctionnel qu'on n'a rien d'autre. Au contraire, comme on a un trouble fonctionnel et que le corps et tous les systèmes du corps sont à la limite de s'écraser, ils sont vraiment fatigués, ils ont aussi beaucoup plus de peine à se soigner. Et du coup, il peut y avoir l'apparition d'autres maladies. On imagine par exemple un ulcère de l'estomac chez quelqu'un qui est très stressé depuis des années. Tout d'un coup, bah, ça fait un trou dans l'estomac et on a voilà, un problème extrêmement physique qui se passe à ce moment-là, qu'il faut pouvoir soigner sur le plan chirurgical. Donc toujours garder en tête qu'il peut y avoir l'apparition d'autres maladies au cours du temps si le trouble fonctionnel n'est pas guéri. Et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver ça? Une bonne façon de faire, c'est que quand on a fait tous nos examens, nos contrôles, et qu'on est assez tranquille, c'est un trouble fonctionnel et il n'y a rien d'autre, tant que les symptômes restent identiques, c'est le trouble fonctionnel. S'il y a des symptômes qui changent, qui sont différents, des nouveaux qui apparaissent, on repasse tout le diagnostic différentiel et on reste méfiant de voir s'il n'y a pas autre chose qui apparaît. On comprend aussi pourquoi les médicaments ne fonctionnent pratiquement pas dans le trouble fonctionnel. C'est parce qu'ils agissent uniquement sur la partie inflammatoire, si on pense par exemple aux anti-inflammatoires, mais il y a toutes les autres causes qui vont créer de la douleur et du coup l'effet des médicaments passe complètement inaperçu parmi toutes ces autres causes de douleur. Donc les médicaments au final nous servent assez peu pour le traitement des troubles fonctionnels. Alors maintenant, comment on l'explique aux familles? Parce que c'est quand même relativement compliqué pour des personnes qui n'ont pas de notion médicale. Alors il y a plusieurs points, disons, clés. Le premier, c'est que c'est une maladie qui est connue. Il y a plein de problématiques physiques. On les connaît, c'est les 3 niveaux de la douleur dont vous pouvez parler. Et puis il y a plein d'enfants, plein d'adolescents qui ont des troubles fonctionnels, donc c'est pas du tout une maladie rare. Alors il y en a, c'est des CRPS, il y en a d'autres, c'est des douleurs abdominales, il y en a, c'est des maux de tête chroniques. Ok, ils n'ont pas tous le même nom, c'est pas tous le même endroit, mais disons, on connaît vraiment bien cette maladie et il y a beaucoup de recherches médicales et scientifiques là-dessus maintenant. Donc on peut parler des 3 niveaux, fascia, nerfs et cerveau. Ensuite, on leur explique que c'est le système du stress, et on leur explique que le stress c'est quelque chose de physique, qui est déréglé, déséquilibré, et que du coup, ça impacte le corps entier, et qu'il va falloir faire un travail généralisé. Le 3e point qui est super important, c'est que chez les enfants et chez les ados, ça se soigne, et ça se soigne vraiment relativement vite et relativement bien. Et un CRPS, un trouble fonctionnel articulaire comme ça, qui est pris relativement tôt, en 1 ou 2 mois, on peut réussir à le soigner et être complètement guéri. En tout cas, que la douleur ait disparu. Et après, il y a la suite de la rééducation à faire. Mais il y a vraiment beaucoup d'enfants et d'adolescents qui se soignent de ce genre de problème et c'est très très important de pouvoir le dire aux familles. Et si on veut se soigner d'un trouble fonctionnel, il faut faire un travail global sur le corps et sur le cerveau parce qu'il faut aller désactiver toutes les boucles qui auto-induisent le stress et la douleur. Si on veut le schématiser, on peut faire un super dessin comme ça, avec nos 3 niveaux, les fascias, les nerfs, le cerveau, et on peut même parler des traitements. C'est que le physio, l'ergo ou le fasciathérapeute, l'ostéopathe vont plutôt travailler sur les fascias et du coup ça aura un impact sur les nerfs. Et l'hypnothérapeute et le psy
vont plutôt travailler sur le cerveau et ça aura aussi un impact sur les nerfs et ça se croise au milieu, ça va faire notre prise en charge globale comme ça. Alors maintenant, parlons des traitements. Dans la clinique, moi je trouve qu'il y a vraiment trois types de troubles fonctionnels. Il y a des troubles fonctionnels qui sont simples. C'est les troubles fonctionnels où il n'y a que des problèmes au niveau de l'enfant ou de l'ado. La famille fonctionne bien, le réseau de soins fonctionne bien, le système scolaire fonctionne bien. C'est juste accumulation de stress, pas de bol, 3, 4, 5, 6 blessures comme ça. Et du coup, il y a le trouble fonctionnel qui arrive. Et là, on peut vraiment travailler uniquement avec l'enfant. Et puis faire de la thérapie individuelle, donc hypnose, psy, ergo, physio, fasciathérapie par exemple. Maintenant, il y a des troubles fonctionnels qui sont vraiment beaucoup plus complexes. Donc, il y a eu une accumulation de problèmes individuels, mais avec ça, il y a souvent des problèmes au niveau de la famille ou des problèmes plus sociaux, peut-être, je sais pas, de la précarité, des histoires de migration, des histoires de harcèlement à l'école ou au travail. Donc, il y a toutes sortes de problèmes autour qui créent du stress et du coup, qui alimentent en fait le système de la douleur. Et là, on a vraiment besoin d'un travail multidisciplinaire parce que si on travaille que avec l'enfant et pas du tout sur les autres systèmes autour, famille, école, système de soins et tout ça, et en fait, on n'arrive pas à désactiver toutes ces boucles et il y a constamment du stress qui revient et qui maintient le trouble fonctionnel. Donc là, on a besoin d'un travail multidisciplinaire et ça demande souvent une grosse prise en charge pour travailler avec tout le monde. Et après, il y a des troubles fonctionnels qui sont vraiment des manifestations d'une problématique psychiatrique, où le stress initial et la plus grosse partie du stress vient d'un problème, je sais pas, par exemple, de personnalité ou d'un traumatisme ou d'une multitude de traumatismes qui sont arrivés avec peut-être un syndrome de stress post-traumatique. Et ces comorbidités psychiatriques vont créer énormément de stress et c'est ça qui alimente le trouble fonctionnel. Et à ce moment-là, il faut soigner la problématique psy en premier parce que ça ne sert à rien d'aller faire de la physio s'il y a un syndrome de stress post-traumatique, par exemple, ou un trouble de la personnalité qui alimente le stress. On n'aura aucun effet ou très peu d'effets, parce qu'il y a trop de choses au niveau psy qui se jouent. Donc, les troubles fonctionnels qui sont vraiment avec quelque chose de psychiatrique, il faut absolument avoir un psy, et si on n'en a pas, en général, on n'arrive pas à les soigner, et c'est des situations très difficiles. Alors, les principes généraux du traitement. Premièrement, chercher la motivation à guérir. Dans le CRPS, il va falloir marcher, il va falloir faire la rééducation, bouger, et du coup, ça fait de la douleur. Et on est obligé de passer par là. Donc, il faut avoir vraiment une bonne motivation à guérir. Et par exemple, pour Lisa, un mois après, il y avait un de ses amis qui organisait un accrobranche. Elle avait vraiment très envie d'y aller. Et du coup, ça, c'était notre motivation. Donc, on a inventé des parcours d'accrobranche. On les a refaits en hypnose. Et après, on les a refaits en se déplaçant dans la salle. Sous hypnose, donc on imaginait qu'on était en train de faire les parcours d'accrobranche et du coup ça mettait du jeu et de l'amusement pour pouvoir commencer à reposer le pied tout doucement. Et après, elle a fait ses parcours à la maison, elle a continué à faire elle-même en fait son auto-hypnose avec l'acrobranche pour pouvoir marcher de plus en plus à la maison et ça a énormément aidé pour pouvoir lâcher le fauteuil, lâcher les béquilles et commencer à remarcher et utiliser le pied, remettre du mouvement. Donc la motivation est très importante. Ensuite, c'est expliquer le trouble fonctionnel aux familles. Maintenant, vous savez faire ça. Le but du traitement, c'est le retour à la vie normale. Et ce n'est pas forcément tout de suite de baisser le symptôme. Le retour à la vie normale va nous permettre de rééquilibrer tout le corps et de baisser le symptôme. Alors des fois, la douleur baisse directement et des fois, ça met plusieurs mois. On voit que les jeunes recommencent à faire du sport, qui sont de nouveau plus à l'école, qui recommencent à sortir un peu avec leurs amis, à faire plus d'activités et pourtant la douleur reste encore assez forte. C'est des bons signes qu'on est en train de tout rééquilibrer et un jour, elle va juste diminuer et ça peut être très rapide une fois que tout est rééquilibré.
Ensuite, c'est viser le rééquilibrage de tous les systèmes du stress, donc avec ce travail sur le corps. On commence par traiter le corps et le cerveau. Ça ne sert à rien d'envoyer les jeunes chez le psy directement. Sauf s'il y a vraiment une problématique psychiatrique en premier lieu. Mais sinon, ils ont mal physiquement dans leur corps. C'est là qu'il faut commencer avec des thérapies physiques, avec de l'hypnose. Et puis s'ils sont preneurs, un psy, ça peut toujours aider. Ensuite, co-construire le plan de soins. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très utile et important, de pouvoir mettre des objectifs avec les enfants, avec les ados, avec la famille, avec les soignants. Chacun a ses objectifs de travail et si les enfants et les ados font pas leurs objectifs, en fait, malheureusement, on peut pas les aider. Donc, il faut qu'ils trouvent la motivation. On peut les aider à trouver cette motivation, mais ils ont aussi leur part du job à faire. Et si la famille n'est pas preneuse de ce que vous proposez, si elle trouve que votre traitement, c'est pas le bon, que votre diagnostic, c'est pas le bon, alors ne faites rien. Faut pas s'engager dans les soins avec des familles ou des jeunes qui n'ont pas envie de faire ce que vous voulez faire. Il faut garder votre temps pour les gens qui sont d'accord, qui partagent vos points de vue et qui sont OK de s'investir. Puis s'ils ont besoin d'aller voir d'autres personnes à gauche, à droite pour avoir d'autres avis, laissons-les faire. Un des points très importants, c'est l'autonomisation et l'automanagement des symptômes parce que ça va nous aider énormément pour les enfants pour qu'ils puissent gérer ça au quotidien, à l'école, quand ils ont besoin. Et ensuite, on va travailler sur les 4 S. Alors, un premier S, c'est le sport. Donc, pour remettre du mouvement, alors ça peut être juste une activité, c'est pas forcément de faire du sport, mais en tout cas, remettre du mouvement dans le corps. Une reprise qui est progressive, vraiment douce. Il ne faut pas aller faire des pompes sur quelqu'un qui a un trouble fonctionnel articulaire au poignet, comme j'ai déjà vu, parce que on renforce encore plus la douleur. Donc on commence tranquillement. La physiothérapie nous aide énormément. Souvent la piscine est quelque chose de très apprécié parce que l'eau apporte des sensations très agréables. Ça stimule aussi le toucher, la température, donc on gagne vraiment au niveau de la rééducation des nerfs. Et puis comme le corps est plus léger, on peut faire plein de trucs. Donc les enfants aiment, et les ados aiment souvent la physio en piscine. On peut travailler avec des ergos, on peut travailler avec des profs de sport adaptés, vraiment reprise douce, progressive. Ensuite, la scolarité, une reprise également progressive de la scolarité, parce que si on reprend à 100% direct, ça fait trop de stress, le stress crée de la douleur, donc on repart un peu plus bas et on augmente tranquillement sur les mois qui arrivent. Repartir aussi de plus en plus avec des contacts sociaux pour travailler tout le système émotionnel et puis aussi penser à autre chose que la douleur tout le temps. Quand on est tout seul, il n'y a que ça à penser. Et travailler sur le sommeil, où là, la mélatonine peut nous aider, l'hygiène du sommeil peut aussi nous donner quelques bonnes habitudes, et il y a plein d'exercices d'hypnose qui aident beaucoup à s'endormir. Dans la suite des traitements, l'apprentissage de la signification des sensations corporelles, donc ça c'est vraiment le physio, l'ergo, pour rééduquer les nerfs à remettre les bonnes informations, et le soutien, l'encouragement, focaliser sur tous les petits progrès, même s'ils sont minus. Un petit progrès, c'est quelque chose qui a été rééquilibré dans le corps, c'est génial. Et vraiment tenir dans la durée. Il y a des fois, ça se soigne rapidement, surtout si les enfants sont plutôt jeunes. Et parfois, quand ils sont plus âgés, chez des ados qui sont âgés, qui ont peut-être troubles fonctionnels depuis des années, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais notre présence, de tenir dans la durée, de continuer de soutenir, d'encourager, de montrer tous ces petits progrès est extrêmement précieuse pour eux. Et c'est vraiment quelque chose que les ados, par exemple, rapportent. C'est le fait d'être présent tout le temps, de continuer à chercher, de continuer à les aider. Ça les aide énormément à se soigner. Et après, il y a toute la partie de travail physique. Alors, notamment avec les thérapies manuelles, avec l'idée d'un travail global sur le système des fascias. Alors si pour Lisa, par exemple, il y a l'entorse
au niveau de la cheville, il ne faut pas travailler que sur la cheville, il faut travailler partout, il faut travailler sur le ventre, il faut travailler sur la tête, sur les épaules, sur les côtes, la respiration, le dos et tout ça, pour vraiment faire un travail de rééquilibrage global. On peut travailler avec des ostéopathes, des fasciathérapeutes, il y a certains physio-ergo qui sont formés aux médecines manuelles. Moi j'aime beaucoup les fasciathérapeutes, notamment parce que l'approche est beaucoup plus douce que les ostéopathes. Il n'y a pas de mouvements à haute vélocité. Alors, il y a des ostéopathes qui travaillent sans ces mouvements de cracking, de haute vélocité qui apportent rien du tout et qui travaillent beaucoup plus doucement dans le toucher. Ceux-là, ils sont super. Et les fasciathérapeutes travaillent vraiment comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup envoyer plutôt vers eux. Ensuite, on travaille sur le cerveau. Donc là, on va travailler sur les perceptions des symptômes de la douleur, les émotions. On va travailler sur la relaxation, l'endormissement, la gestion du stress. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire avec le cerveau pour aider le cerveau à calmer tout ce stress. Alors là, l'hypnose est vraiment quelque chose d'extrêmement utile et efficace et que les enfants et les ados adorent. Mais on peut travailler avec d'autres choses, du mindfulness, de la méditation, de la sophrologie, de la psychothérapie peut aussi nous aider. S'il y a des aspects vraiment de dépression, alors là, on a vraiment besoin du psy. Parce que de temps en temps, la dépression est tellement forte qu'elle coupe toute la motivation. Et s'il n'y a pas de motivation, on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à faire les efforts et à faire les exercices pour aller mieux. Donc, de temps en temps, on a besoin de prendre une période d'antidépresseurs, qui peuvent d'ailleurs aussi nous aider, vu que plusieurs antidépresseurs ont des effets de diminuer le système de la douleur et d'améliorer le sommeil. Donc on a ces effets aussi secondaires des antidépresseurs qui sont très bénéfiques de temps en temps pour la douleur. Et s'il y a des traumas, alors là, il faut absolument travailler là-dessus. Et puis, il y a presque toujours des traumas, que ce soit des traumas physiques, parce qu'il y a eu un accident, que ce soit, ou parce qu'il y a eu une maladie, ou que ce soit des traumas d'origine plus psychologique pour d'autres choses. Donc là, l'hypnose nous aide beaucoup. On peut travailler avec le MDR, on peut travailler avec Somatic Experiencing ou des psys qui sont formés en traumatologie. Ils font un super travail sur les traumas. Alors pour Lisa, les douleurs ont disparu. On a fait 6 fois de l'hypnose, elle a fait quelques séances de fasciathérapie et 2 séries de 9 fois de la physio en piscine. Et une fois que ça allait mieux, on a commencé à faire de la physio sans piscine, normal. Et elle était complètement guérie en 1 mois et demi de toutes ses douleurs. Donc ça allait plutôt vite et c'était vraiment chouette. Si vous voulez maintenant aller un peu plus loin, j'ai tiré énormément d'informations de la présentation de ce livre-là, qui est un livre en 2020 sur les troubles fonctionnels chez les enfants et les adolescents. C'est génial. Ça fait une énorme revue de toute la littérature en reprenant tous les différents systèmes du corps, de tout ce qui existe. C'est vraiment super cool. Vous pouvez le télécharger, il est en open access. Et si vous voulez quelques articles plus précis sur le CRPS et les troubles fonctionnels articulaires, vous pouvez regarder ceux-là. Ils sont sympas, ça donne quelques idées sur cette pathologie plus précisément. Si maintenant vous voulez des ressources pour vous, pour vos patients, pour les familles, pour aller plus loin, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui fait de l'hypnose médicale. Vous pouvez chercher la liste des praticiens ici. Si vous voulez adresser un patient ou HUG pour l'hypnose pédiatrique, vous pouvez trouver le lien ici. Si vous voulez trouver un fasciathérapeute, je vous conseille de regarder sur l'association suisse de fasciathérapie. Sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos justement pour pouvoir donner des informations là-dessus, sur médecin d'ado. Il y a une série de vidéos sur le trouble fonctionnel, donc là les enfants, les ados, les parents peuvent aller regarder pour revoir en détail tout ce qui est expliqué. C'est très pratique, c'est des petites vidéos de 3 minutes. Il y a toute une série de vidéos sur le cerveau qui réexpliquent tout
les principes de perception, de mémoire, émotion, attention, anticipation, et comment est-ce qu'on peut améliorer ça, notamment avec l'hypnose. Il y a quelques vidéos d'hypnose pour expliquer ce que c'est l'hypnose, si vous voulez trouver des façons d'expliquer ça à vos patients, il y a quelques vidéos qui peuvent vous donner des idées. Et puis il y a aussi des séances d'hypnose qui sont préenregistrées, si vous êtes curieux d'aller voir concrètement comment est-ce qu'on pourrait travailler en hypnose sur la douleur. Si vous voulez aller encore un peu plus loin dans la physiopathologie des troubles fonctionnels, j'avais fait une présentation à mes collègues il y a quelques années, vous pouvez la regarder ici. Je leur avais fait une revue de littérature sur les fascias aussi, que vous pouvez regarder là. Et il y a un super documentaire Arte sur les fascias pour les familles, ça donne plein de belles images pour comprendre comment ça se passe, c'est vraiment cool. En anglais, le site Tame the Beast des douleurs chroniques donne aussi plein d'informations vraiment chouettes. Et puis, il y a des TEDx que vous pouvez trouver sur YouTube. Quelques-uns en français, beaucoup en anglais, mais qui sont vraiment super. Des petites vidéos de 2-3 minutes qui sont juste géniales. Donc, je vous remercie pour votre attention et en fait, on pourrait conclure là-dessus. Le trouble fonctionnel, ça se reconstruit et ça se fait ensemble. Ça se fait ensemble, c'est que chaque partie du corps doit travailler ensemble pour se reconstruire, mais ça se fait aussi ensemble avec les enfants, avec les familles, avec les autres intervenants qui travaillent autour. Donc, c'est vraiment un travail global à tous les niveaux et ça marche. On arrive à soigner les jeunes et les ados de ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une toute bonne fin de journée.